Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour à vous. Le sommet de l'OTAN qui a commencé mardi soir et qui a pris fin ce jeudi se tenait à Madrid. Il a été marqué par l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'organisation, ainsi que l'annonce des États-Unis qui ont dit muscler leur présence militaire. Alors, est-ce qu'on a assisté à un sommet historique? Je pense effectivement qu'en tout cas, c'est un tournant significatif dans la géopolitique européenne et je qualifierais cette situation de troisième échec de Vladimir Poutine dans la crise ukrainienne. Le premier, c'est que en 2021, donc avant la guerre, 90-80% à peu près de l'équipement militaire ukrainien était soviéto-russe. L'an prochain, on peut prédire que les pourcentages seront pratiquement inversés, même si ça peut rester très, très vague et estimatif, mais 70-80% de l'équipement de l'armée ukrainienne sera occidental. Donc, on peut dire que cela, c'est le premier échec. Le deuxième échec, comme vous venez de le signaler, eh bien, c'est le renforcement de l'OTAN avec en particulier la Finlande, qui a 1350 kilomètres de frontière directe avec la Russie, donc qui devient cette frontière une zone de contact OTAN-Russie qu'elle n'était pas jusqu'à présent. Et troisième, défaite, c'est le fait que les États-Unis vont dépasser les 100 000 hommes en Europe, confirmer leur présence par des nouveaux renforts, renforcement du flanc est de l'OTAN et donc une solidarité de l'Alliance, alors que depuis 2007, disons, la stratégie du Kremlin était de diviser l'Europe et l'OTAN. Alors, on le disait justement, donc la Finlande et la Suède ont adhéré à l'organisation. La Turquie a changé d'avis en dernière minute à ce propos. C'est un peu une surprise, non? Non, pas du tout. Alors, je ne suis pas provocateur, disons, en faisant ce commentaire, parce que la position de la Turquie n'était pas une position. La position de la Turquie était une situation de marchandage, n'est-ce pas? Il était clair dès le départ, quand la Turquie a dit non, eh bien, d'abord, ce n'était pas un non, c'est qu'elle avait une réticence. Si on regarde la déclaration de M. Erdogan à l'époque, n'est-ce pas? Donc on entrait dès le départ dans un mouvement de négociation. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Je crois qu'il fallait discerner dès le début que cette situation se terminerait positivement, parce qu'il n'était pas question que la Turquie s'oppose, elle était là pour diminuer les avantages que le PKK pouvait avoir auprès de la Finlande et de la Suède. Alors, Boris Johnson, comme à son habitude, a beaucoup fait parler. Le Premier ministre britannique a déclaré que si Vladimir Poutine était une femme, ce qu'il n'est pas bien évidemment, je ne pense pas qu'il se serait embarqué dans cette guerre folle de macho, qualifiant cette guerre d'un exemple parfait de toxicité masculine. On est dans la provocation pure et dure, non? Oui, enfin, c'est une provocation qui répond à la provocation habituelle du Kremlin par effectivement la communication de Vladimir Poutine qui était pleine de testostérone, n'est-ce pas, de muscles et de fierté et de supériorité masculine. Donc il y avait là de la part de Boris Johnson un parallèle tout à fait, je dirais, facile à faire. Mais dans l'analyse plus profonde, n'est-ce pas, il y a un sens du concret féminin, un sens de la réalité que l'on attribue plus facilement à la femme, n'est-ce pas, et qui correspond bien
à l'absence de réalité justement dont a fait preuve le patron du Kremlin, parce que le déclenchement de cette guerre est un déclenchement idéologique, donc totalement hors sol, totalement déconnecté des réalités. La Russie s'attendait à une promenade de santé, entre guillemets, en entrant en Ukraine et libérant l'Ukraine, alors qu'elle s'est heurtée à une résistance farouche et plus que jamais farouche. Suite à ce sommet, la Russie a annoncé qu'il y aurait une réponse. Cette guerre prend-elle un tournant plus international encore? Bon, je crois que la réponse, on a déjà vu le début, n'est-ce pas, avec l'implication croissante de la Russie en Biélorussie. Je ne crois pas que les choses aillent beaucoup plus au-delà de cela. Il y a bien sûr la situation de Kaliningrad, mais Kaliningrad est encerclé, n'est-ce pas, cette position russe entre la Lituanie et la Pologne. Donc, je ne vois pas, et c'est pas l'intérêt de la Russie. N'oublions pas que au tout départ, n'est-ce pas, il s'agit d'un pays de 144 millions qui attaque un pays de 40, l'Ukraine. Maintenant, il sera beaucoup plus difficile pour une Russie toujours de 144 millions de se confronter à l'OTAN, qui, on ne le dit pas assez, représente dans ces 30 pays, et bientôt 32, 930 millions d'habitants. Donc on est vraiment dans des disproportions de puissance économique, de puissance militaire, qui n'ont rien à voir. Et donc la Russie, sauf folie, et on ne peut pas exclure la folie, mais dans des termes raisonnables, ne peut pas s'opposer aux moyens militaires, économiques et politiques de l'OTAN. On voit la situation effectivement évoluer actuellement, plus en faveur de l'OTAN qu'en faveur de la Russie, et en mettant bien sûr de côté les 15 ou 20% de territoire ukrainien grignotés par la Russie. Il faut quand même pas perdre de vue que l'armée russe est la troisième armée du monde après la Chine et les États-Unis. Et donc, qui aurait pu imaginer il y a 4 mois que la troisième armée du monde, un pays de, comme je le disais, de 144 millions d'habitants, au bout de 4 mois, n'aurait conquis que 20% de l'Ukraine. Si on avait dit ça il y a 4 mois, tout le monde se serait esclaffé en disant impossible. Eh bien si, c'est la réalité. Donc effectivement, les victoires russes sont à attendre, elles ne sont pas là. Il n'y a pour le moment que des désillusions dans cette opération. Pour terminer, l'OTAN a dénoncé le partenariat stratégique entre Pékin et Moscou contre l'ordre international. Sommes-nous revenus dans un schéma bloc de l'Est, bloc de l'Ouest ? Alors, il est effectivement question de schéma, toujours dans l'organisation géopolitique internationale. Il y a un autre schéma, ou en tout cas d'autres mots, d'autres adjectifs, d'autres qualificatifs, qui est celui du combat des démocraties contre les régimes dictatoriaux ou illibéraux. Donc, cela fait déjà un moment que se profile cette différence, cette dichotomie, cette tension entre les deux blocs, les pays démocratiques et les pays non démocratiques. Il y a eu le 4 décembre de l'an dernier une première conférence, alors un peu virtuelle, étant donné la situation sanitaire, mais qui réunissait effectivement les démocraties entre elles pour montrer leur unité contre les régimes illibéraux. Et c'est sur ce schéma-là, je crois qu'il faut regarder à la fois la carte politique et géopolitique et la carte économique, car on voit maintenant que les décisions
économiques autour de l'énergie, par exemple, sont prises selon ce schéma. Et donc, on met de côté la fourniture d'énergie venant de régimes illibéraux, dictatoriaux, l'exemple, bien sûr, de la Russie. Gérard Vespierre, je rappelle que vous êtes géopolitologue et créateur du site internet Le Monde Décrypté. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka. Merci pour vos questions très précises et pertinentes.